Directeur de l'usine de Omoko, l'usine semence, donc qui a en charge toute l'exploitation du site. Donc je lui laisse présenter son outil, sachant que l'usine est quand même le cœur du dispositif. Nous en avons un deuxième site à Saint-Vincent-de-Tyrosse, beaucoup plus modeste, et puis un qui est très récent en Ukraine, à Mogilev exactement, à 80 km de Dniepropetrovsk. Ces semences-là qui sont commercialisées sur toute la CEI, principalement la CEI, puis quelques pays également comme la Turquie et autres. Voilà. Donc une grosse partie de production en Ukraine et l'autre donc uniquement dans le sud-ouest. Et encore le sud-ouest, c'est surtout les Landes, Béarn, Gers. Espèces, maïs, tournesol et colza. À toi, Cédric. Et le site espagnol à Saragosse. Eh oui, Saragosse, pardon. Autant pour moi. Donc effectivement, moi je suis en charge de la partie donc, française et espagnole pour tout ce qui est des plannings, on va dire industriels, fabrication et logistique, et en charge également de la partie ukrainienne donc pour tous les plannings industriels. Donc ici on va visiter aujourd'hui la partie française qui se compose de Omoko, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Bernard Pernat en a parlé. Pourquoi c'est un petit peu plus modeste à Saint-Vincent-de-Tyrosse? Tout simplement parce qu'on ne fait que les récoltes. Donc là on est dans la période de récolte, donc autrement dit on est en train de rentrer du champ tout le disponible de semences qui va nous permettre de passer la campagne. Nous traitons donc les trois espèces, maïs principalement sur Omoko, Saint-Vincent-de-Tyrosse. On le traite en Espagne et également en Ukraine. Le tournesol sur l'ensemble des sites sauf Saint-Vincent-de-Tyrosse, et le colza principalement sur Omoko et l'Espagne, donc France et Espagne. Voilà, donc ce qui veut dire qu'au niveau des plannings, il faut jongler aussi avec tout ça. Et bien entendu, pour faire des doses, il faut des machines, il faut des hommes. Donc il faut tenir compte de toutes ces périodes-là, puisque les récoltes et les périodes de fabrication ne sont pas les mêmes. Donc ici, je vais vous demander la plus grande prudence, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'activités. Il y a une trentaine de titulaires ici pour à peu près 120 personnes saisonnières qui ont été recrutées pour l'activité de récolte. Vous allez voir beaucoup de chariots qui vont circuler. On va aller jusqu'à la partie des récoltes qui est en fond d'usine, où il y a énormément de camions de manutention et des camions d'approvisionnement extérieur, donc surtout la plus grande vigilance. Deuxième chose, je vous demanderai bien sûr de ne pas toucher les matériels, mais de ne pas toucher non plus les semences. Vous allez voir qu'elles sont stockées dans des containers. La tendance, c'est de vouloir toucher la semence, on continue à avancer, on va la poser dans le container d'à côté, sauf qu'il y a une règle dans les semences, c'est qu'on ne peut pas les mélanger. C'est-à-dire qu'une variété est indivisible. Donc ce que je vous demanderai, c'est de ne pas toucher les semences et donc a fortiori de ne pas entraîner de mélange derrière. Voilà. Je vais vous expliquer le processus à l'inverse de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que l'usine est constituée comme ça, elle s'est bâtie au fil du temps depuis les années 70. Donc on va partir du produit fini et on va remonter tout au long du process jusqu'à l'entrée de la récolte. Donc là vous êtes à la bonne période, vous allez voir l'ensemble des opérations. Je vais essayer de vous donner les informations les plus précises mais courtes possibles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre pour que je puisse y répondre. Mais je vais vous donner, on va dire en vulgarisant notre métier. Le métier n'est pas compliqué en termes de processus, ce sont très peu d'opérations unitaires, mais ce sont des éléments qui sont basés uniquement sur la qualité du produit. Donc c'est un métier qui est sur le vivant. La part industrielle est importante au niveau des réglages de matériel, bien entendu, mais c'est le vivant qui nous guide. Un élément à ne pas occulter par rapport à ça, c'est qu'on est dépendant systématiquement des résultats qualité. Donc c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on a un processus qui est très segmenté, puisqu'à chaque opération, on repasse par une opération de stockage, d'analyse, avant de passer au stade d'après. Donc autrement dit, comme je vous l'ai dit, on travaille sur du vivant, et on est souvent en train de revoir les plannings que l'on peut faire en fonction des qualités que l'on obtient. Donc ça, c'est un fait vraiment marquant de la semence. Particularité, alors je vous donne le maximum d'infos ici, parce qu'après il y a beaucoup de bruit. Il faut savoir qu'on est donc un métier semencier, qui n'est pas du tout le métier de la coopérative tel que vous le voyez, qui vend du conso. Notre objectif, nous, c'est qu'à partir de parents, donc de semences de base, mâles et femelles, que l'on sème une année, c'est de les récolter pour pouvoir les vendre aux agriculteurs l'année d'après. Donc c'est pour ça que j'insiste sur cet aspect-là, parce que on est tenu de respecter une norme qualitative pour pouvoir vendre des semences aux agriculteurs. Donc autrement dit, le challenge pour nous, et notamment à cette période, c'est de rentrer le plus vite possible ce qui a été produit l'année dernière, donc au printemps dernier, à partir des semences de base, pour en tirer la quintessence au niveau qualité et quantité. Et donc une partie qui fait partie de l'activité fabrication, c'est une activité de gestion du disponible.
Donc autrement dit, je vous l'ai dit, pour chaque variété indivisible, on gère le maximum de qualité-quantité. Et tout ça dans des compromis pour répondre à l'aspect normatif. Et bien sûr, servir au maximum les clients qui sont aujourd'hui répartis un petit peu partout dans le monde. Voilà pour l'introduction générale. Après, si vous avez des questions précises sur les chiffres, sur les quantités fabriquées, etc., je vous dirai, sachant que bien entendu, sur chacun des sites qui ont été cités tout à l'heure, on travaille pour le compte de Maïs Adour Semences, mais on travaille aussi pour des prestataires, enfin en prestation pour des clients. Donc le volume global dépend effectivement chaque année de l'ajustement à la marque et de l'ajustement en termes de prestations. Voilà. Donc restez groupés au maximum s'il vous plaît, je ne pensais pas qu'on serait si nombreux et je vous garantis qu'il y a beaucoup d'activités. Voilà. Les activités sont ouvertes. C'est-à-dire que je vous l'ai dit, on terminera par l'activité de récolte. Si on remonte, vous avez une activité de calibrage. Et si on va encore plus loin, vous avez une activité de conditionnement. Donc je vous l'ai dit, les phases d'opération unitaire sont très simples. Il y a 3 grandes phases. De la récolte, qui comprend donc récolte, séchage et égrenage. Je vous expliquerai après en détail. Une partie de calibrage et de mise aux normes. Et la partie de conditionnement. Donc la dernière étape que vous voyez là, c'est une partie de conditionnement. Le principe étant de pouvoir mettre donc, les semences que l'on va vendre dans des sacs avec un traitement. Donc le traitement, c'est un traitement qui recouvre les graines et qui peut être un traitement fongicide ou insecticide. Le marché est très demandeur, les autorités et l'Europe sont parfois contraignantes. Donc il faut jongler aussi avec ça chaque campagne, parce que d'une année sur l'autre, ça peut complètement changer. Et c'est le cas cette année. Donc tout ça est impactant aussi au niveau de nos planifications, puisque les décisions ministérielles ou gouvernementales ou européennes peuvent tarder à venir. Et ce qui fait qu'en attendant ça, nous on est bloqués. On a trois lignes de conditionnement qui permettent de faire du sac, comme vous le voyez là. Donc qui sont identifiés par des numéros, 1, 2, 3, tout bêtement, avec des capacités différentes. Avec des méthodologies qui peuvent être un petit peu différentes. On a une ligne qui nous permet également de faire du big bag, donc pour certains marchés, notamment l'Allemagne. Et nous avons une 4e chaîne ici qui est destinée à faire ce qu'on appelle des petites séries. Donc il faut savoir que les petites séries, ça va être ce qu'on appelle des semences pour essai. Donc ce sont des semences que l'on choisit. Je dirais que c'est la crème de la crème que l'on met dans nos vitrines. Donc pour justement démontrer notre potentiel génétique, ou lors des inscriptions, puisqu'il faut savoir que chaque variété est inscrite. Vous le verrez ici, mais je m'y attarderai au moment de la logistique. Chaque sac, vous voyez, il y a un petit écusson bleu qui est accolé au fond du sac. Donc on va retrouver ici les informations réglementaires. Donc je reprendrai tous ces aspects-là au moment de la partie d'expédition pour vous donner le détail de ce qui est mentionné. Le principe étant, pour traiter des semences, il faut préparer des bouillies. Les bouillies sont faites à partir de recettes, c'est comme en cuisine, on a des tas de recettes. On les met dans des cubes rouges que vous voyez là-bas, et toutes ces cubes rouges sont préparées dans la salle qui est juste derrière ici. Donc en fait, on a un logiciel où on enregistre toutes nos recettes, et en fonction de la préparation et de l'ordre de fabrication qui arrive sur les chaînes, on prépare des bouilles pour mettre ici. Les semences sont mises dans des réserves sur chaque conditionnement. Il y a des peseuses qui sont associées à nos processus. Il faut savoir, et c'est un terme qui revient dans notre métier, on parle de poids de semence, on parle de poids de 1000 grains. Pourquoi 1000 grains? Tout simplement parce que les normes sont faites par des multiples de 1000, ou de 5000 ou de 10 000. On parle ensuite de dose de référence. Une dose de référence en maïs, c'est 50 000 grains. Donc autrement dit, si vous avez le poids pour 1000, vous l'avez pour 50 000, par un facteur de multiplication, et tous nos processus sont sur des pesées. Donc par des conversions, on vient mesurer la quantité de grains et donc la quantité de traitement à appliquer pour chacun des lots que l'on va traiter. Voilà, là c'est très simple ce que je vous dis. Bien sûr, il y a des particularités en fonction de chaque traitement. Et bien entendu, le poids de 1000 grains n'est jamais le même d'une variété à l'autre. Alors l'humidité, elle est déjà déterminée au départ. C'est-à-dire qu'on est... Pardon ? Elle est mesurée au départ, c'est-à-dire qu'on a une humidité maximale à ne pas dépasser sur le produit fini. Donc comme on connaît à peu près la quantité de traitement que l'on applique, on vient abaisser l'humidité suffisamment basse au départ pour pouvoir ne pas être hors norme. Voilà. Donc pour vous donner déjà l'information, au niveau des récoltes, on isole ce qu'on appelle nos cellules de séchage à 13%. Et la norme prévoit qu'on ne dépasse pas 15% sur le produit fini. Voilà. Ah oui, alors
Que je vous montre les matériels. Donc ici, on arrive sur une opération donc, qui est l'opération amont du conditionnement. Donc sur ces opérations-là et sur ces matériels-là, nous allons faire des opérations de calibrage et de mise aux normes. Donc le principe du calibrage est de séparer les graines par la forme et par la taille. Donc autrement dit, on va séparer les moyens des gros et les ronds des plats. Et à l'intérieur de ça, vous pouvez faire une multitude de calibres. Donc c'est-à-dire vous pouvez choisir de faire des associations de moyens ronds, de moyens plats, de gros ronds, de gros plats, etc. Toutes les combinaisons qui vont nous permettre encore une fois d'optimiser le disponible. Sur cette opération de calibrage, on a une opération qui suit la mise aux normes. Cette opération qui suit peut être faite sur les lignes de calibrage et ou sur les chaînes de conditionnement. Donc c'est pour ça qu'ici je me permets de vous demander juste de vous tourner. Vous voyez ici une table densimétrique, c'est le gros appareil blanc que vous avez là. Le principe de cette machine, c'est que c'est comme un lit fluidisé. Vous avez une partie grillagée, on va dire, qui est traversée par un flux d'air. On donne une inclinaison spécifique à la table. Le flux d'air permet de soulever les graines. La table vibre, ce qui permet de séparer les graines par la densité de chacun des grains. On essaye de sortir par ces opérations-là tout ce qui vont être des grains cassés, éraflés ou fusariés. Fusarié, le fusarium, c'est un champignon qui se pose au niveau du grain. Alors ça peut être d'autres types de champignons, mais généralement c'est le plus répandu sur le maïs. Le principe étant que là aussi, pour répondre aux critères normatifs, on est obligé de faire ce passage-là sur de la table. Au niveau du conditionnement, alors excusez-moi, on va se serrer un peu. Au niveau du conditionnement, on essaye de garder ici sur cette opération l'opération ultime qu'on appelle un passage table de présentation. Donc autrement dit, on a déjà fait en amont la plus grosse partie. Il peut arriver par contre que sur certaines génétiques un peu compliquées, on fasse 1, 2, voire 3 passages de table. Donc c'est les opérations qui peuvent se répéter et qui sont difficilement anticipables ou quantifiables. Parce que vous avancez plus ou moins vite. Il faut savoir que sur ces matériels, vous avez des opérations de recyclage en continu. Et donc tant que votre contrôle qualité ou contrôle en ligne ne suffit pas, vous recyclez. Voilà. Et sur certaines génétiques, là où c'est sympathique, c'est que plus vous recyclez, plus vous cassez et plus pour en sortir. Donc à un moment, il faut s'arrêter. On monte ce stockage avec les cloisons amovibles que vous voyez là. On monte une autre aire de stockage qui est un petit peu plus loin là-bas, que vous verrez quand on passera sur la partie logistique. Et il faut savoir que là aussi c'est un jeu d'équilibre, parce qu'au fur et à mesure que je libère ça, c'est le produit fini qui prend le relais. Donc en fait c'est que des jeux de rotation. Et si vous êtes déséquilibré dans le processus, là c'est pareil, vous vous en sortez pas. Sinon, à moins de faire des locations externes, très compliqué. Là, au niveau traçabilité, vous avez la traçabilité de... Radiofréquence, pareil. Non, mais du cultivateur qui a fait... Alors les producteurs, en maïs, on associe les producteurs. Oui. En tournesol, on les garde divisés. Tout simplement parce que le tournesol est beaucoup plus complexe que le maïs à gérer. Et quand vous avez une production sur une même variété de 2 parcelles différentes, vous pouvez avoir des résultats qualité complètement indépendants. Donc on est obligé de les tenir séparés, en tournesol. En maïs, c'est beaucoup plus quand même commun. Ce qui peut se passer en maïs, qui est assez fréquent, je dirais, si on ne fait pas attention, c'est les particularités de poids de mille grains, justement. Il faut savoir que quand vous produisez, ce que je disais tout à l'heure, un fertile et un stérile à 2 endroits bien distincts, si vous avez des PMG différents, vous avez des formes et des tailles de graines différentes. Quand vous les associez, les agriculteurs pensent que les semences ne sont pas calibrées. Et je vous laisse imaginer au niveau des semoirs, toutes les problématiques de nombre de grains qui tombent, de plants, etc. Voilà. Ça passe ou ça passe pas, et puis si l'agriculteur consomme 2 fois plus parce qu'il met un plateau commun. Ah oui, ça oui. Pour vous montrer l'image, c'est des buvards qui sont humidifiés, les grains sont mis à l'intérieur, ils sont roulés et ils sont mis en salle de germination avec une hygrométrie, une température contrôlée. Et au bout d'un certain nombre de jours, ils déplient les buvards et ils comptent le nombre de germés. Un certain nombre de jours. Ah oui, c'est un pourcentage. C'est un pourcentage, exactement. Vous stockez les produits. Allez, pendant ce temps-là, j'attends. Voilà. C'est quoi, c'est une semaine? Alors pour le maïs, il faut compter une semaine, pour le tournesol, il faut compter 10 jours. Voilà. Donc ça fait partie de votre temps de process. Bien sûr. Surtout si vous avez une lecture qui vous montre à la limite, on peut très bien dire, vous me refaites une analyse pour être sûr. Et là, vous reprenez 7 jours ou 10 jours, etc. etc. Et vous avez alors, ce contrôle-là entre chaque étape de production? Oui. Oui. Et il n'y a pas que celui-là. Vous avez combien de temps entre le moment où le grain arrive et le moment où il sort en... Vous voyez, là on est en train de récolter et les premières fabrications vont sortir là. Alors celles que je récolte là, c'est pas forcément celles qui partent, quoique, parce qu'on essaye quand même d'avoir une jonction, comme je vous ai dit, dans les équilibres, mais vous avez quelques semaines, quelques mois, ça dépend. Un quantique qui peut être de plus long? Non.
Ah oui, le temps de cycle peut être de plusieurs mois, oui, Au oui. moment où la graine arrive et le moment Bien où sûr, bien sûr. Là, j'ai des semences qui rentrent parce qu'elles ont été semées par les agriculteurs précocement. Mais par contre, j'en ai besoin commercialement peut-être qu'au mois de février. Entre le moment où la graine rentre et le moment où vous l'avez en sac. Ouais. Processus de production. Ah, Le mais cycle du processus de production. ah ben, il peut être de 3 semaines comme il peut être de 2 mois. C'est-à-dire que je peux avoir du stockage plus ou moins long entre les deux. C'est-à-dire que vous l'ajustez en fonction de la demande. Ah, exactement. Exactement. Et à la fois dépendant des résultats des labos, des contrôles et Bien de sûr. tout ça. Et de la demande à fois commerciale. de gestion commerciale. Voilà. Puisqu'on est à capacité finie, c'est-à-dire que si on n'ordonnance pas nos entrées en process, ben on est à l'envers systématiquement. Et pour sortir une tonne de semences, il faut mettre combien à l'entonnoir au départ? Bon, notre taux de déchet aujourd'hui n'est pas énorme, c'est-à-dire qu'entre la quantité qui rentre et la quantité qui sort, en moyenne, vous perdez 8%. Voilà. C'est pas un processus qui dégrade énormément. Après, bon, bien sûr, comme je vous dis, ça c'est dans des standards pluriannuels, d'une année sur l'autre et d'une variété à l'autre, vous pouvez perdre 4% comme vous pouvez en perdre 20. Voilà, ça ce sont des moyennes. Ah oui, oui. Les 8% perdus, vous en faites quoi? Ça part en déchets, on les revalorise en coproduits pour l'alimentation animale, la plupart. Ouais. C'est des semences non traitées, donc ça permet de repartir dans le circuit. Je dirais que c'est un petit peu comme dans le cochon, hein, rien ne se perd. Hein, tout est bon et dès qu'on peut revendre, on revend. Hein, c'est le cochon qui le Et mange. ça sert après. justement au cochon. Excusez-moi, Ce qui vous arrive à la récolte, vous en avez passé commande aux agriculteurs. Vous avez dit à un agriculteur, vous allez planter telle variété de maïs sur telle parcelle. D'accord. Et ça donc un an auparavant, à peu près. Oui, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait une année parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, la commande commerciale, la première commande tombe à peu près en février et le plan de production donc est arrêté, on va dire début mars, pour que les semis puissent avoir lieu juste derrière. Ça c'est pour le maïs, le tournesol c'est un petit peu plus tôt parce qu'on sème un petit peu plus tôt, mais le principe c'est ça. Oui. Et après effectivement il y a une étude qui est faite en fonction de la génétique, en fonction de la variété, de l'historique de l'agriculteur, des rendements qu'il réalise, le type de sol qu'il peut avoir, parce qu'il faut savoir qu'on sème à peu près partout, hein. Ça peut être des argilo-calcaires, ça peut être de l'argile seule, ça peut être du sable blanc, noir, enfin, avec une multitude de choses. Donc on connaît les comportements de chacune des génétiques ou des variétés et donc on essaye de faire des placements. Et tout ça en fonction aussi des quantités qui vous sont commandées. Parce que bien entendu c'est multifactoriel. Vous avez forcément la parcelle qui va bien mais qui n'est pas assez large. Donc voilà. Et l'agriculteur sait que cette semence va être utilisée, enfin, que ces grains vont être utilisés pour faire de la semence ou pour partir en production. Non. Il le sait par avance. Il le sait. C'est-à-dire qu'on a des producteurs de semences. C'est-à-dire que... Ils ne font que ça. Alors ils font que ça, non, ils peuvent faire du conso, ils peuvent faire autre chose, mais par contre ils sont producteurs de semences, donc avec toutes les particularités de conduite culturale, de castration, etc. Donc ils sont spécialisés, ils sont évalués, chaque année il y a une évaluation, et donc justement ça permet de savoir aussi historiquement et pluriannuellement ceux qui ont les meilleurs rendements sur tel ou tel élément, telle génétique, telle conduite culturelle, etc., etc. Donc il y a une sélection qui est faite, bien entendu. Et donc l'an prochain, la sélection va être nécessaire mais compliquée parce qu'on aura un plan de production certainement historique tel qu'on n'a jamais connu. Il devait se produire cette année et puis par la voie de conséquence et la météo, on le reporte d'une année. Et vraiment l'an prochain sera une année clé pour nous parce qu'on va vraiment là ici se retrouver à stock zéro pour pas dire négatif parce qu'on va vraiment chercher à tout vendre. Il y a une très forte demande commerciale. Maintenant, on est limité par rapport aux disponibles. On a mis beaucoup de plans en place, notamment ce qu'on appelle des contre-saisons. Donc des contre-saisons, par exemple Chili, qui vont arriver plutôt vers le mois de février, qu'on va travailler ici extrêmement vite pour pouvoir mettre en marché de suite. Maintenant, malgré tout ça, je dirais que ça nous servira cette année à maintenir toute la part budgétaire, mais pas à reconstituer du stock tel que c'était prévu. Donc on décale ça d'une campagne. Maintenant, il faut croiser les doigts pour que le printemps prochain soit clément. Voilà, mais ça, on ne choisira pas. Il n'y a rien qui part avant février, non? Dès le mois de novembre. On pousse sur plateforme. Avec une situation de capacité qui sera alors, voilà, moi j'ai essayé de chercher un sac pour passer les dosettes. On va essayer de voir à travers celui-là. Donc ici, cette petite étiquette est obligatoire pour la vente. C'est le côté normatif dont je vous parle. Donc il faut savoir que ce sont des petites étiquettes qui nous sont délivrées entre guillemets vierges par notre organisme de certification qui est le SOC.
et sur lequel nous venons à poser des informations. Donc vous retrouverez en en-tête ici toutes les parties qui sont, alors j'essaie de voir pour que vous puissiez le lire en même temps, mais voilà, vous voyez ici semences certifiées règles et normes CE. Donc autrement dit, ce sont des semences qui sont certifiables au niveau de critères européens. Vous avez d'autres types d'étiquettes il y a des étiquettes orange, il y a des étiquettes grises, qui ont toute une particularité. Vous retrouverez ici maïs hybride, Zea maïs, qui sont en fait les noms latins et en français. Vous retrouverez le nom de la variété, Sullivan. Cette variété ne peut s'écrire que d'une seule manière. Nous n'avons pas le droit de l'écrire comme on a envie, on n'a pas le droit de choisir les caractères, etc., les espaces. Elle est inscrite sous le nom de Sullivan et elle doit s'écrire Sullivan. Vous retrouverez ensuite les numéros de lot. Donc sur ce site, le F0424 correspond au code emballeur. Le site de Saragosse a un autre code, le site ukrainien en a un, etc., etc. Le Z, c'est la lettre de la campagne. Donc ça, c'est les semences de l'année dernière. Donc c'est la lettre Z qui était en vigueur. Cette année, c'est la lettre T. C'est un petit peu comme les chiens. Chaque année, on choisit le prénom. Mais là, c'est pareil. Et ensuite, le 122 668, c'est le numéro de lot interne. Donc vous voyez ici l'origine de production. Donc là, il s'agit de semences françaises. Vous voyez ici le poids net. Donc là, ce sont des dosettes, ce qu'on appelle les semences pour essai. Donc ne vous fiez pas à ce poids de 5 kg. On peut faire des semences de maïs qui vont de 12 kg jusqu'à 30 kg. Parce que tout à l'heure, je vous disais que la dose de référence dans notre jargon, c'est 50 000 grains. Mais je peux très bien faire des sacs de 80 000. Le marché allemand, par exemple, achète des sacs de 80 000 grains. Donc on a à peu près 8 références de sacs pour le maïs, et autant pour le tournesol, etc. Justement, on choisit la taille de sac en fonction du poids de 1000 grains et des quantités qu'on va y mettre. Il faut savoir que dans mon activité, j'achète aussi la partie des consommables, donc sacherie, traitement, etc., etc. Bon, là vous voyez la date d'échantillonnage, hein. Donc ça c'est valable pour chaque année. Il y a une date qu'on appelle date de clôture qui permet de dire voilà, les semences sont échantillonnées à partir de, là c'était novembre 2012. Bon, vous avez un code barre ici qui permet de la traçabilité et la gestion de stock au niveau logistique. Vous avez les traitements ici, vous voyez fluoxonil, métalaxyl M. Ce sont en fait les matières actives des traitements qui sont appliqués sur ces semences. C'est obligatoire, on doit les mentionner. Bon, le poids, j'y reviens pas. Le PMG, donc poids de 1000 grains dont je vous parle depuis tout à l'heure, donc ici 242 grammes. Vous avez une notion qui est marquée calibre, qui vous permet en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure pour les agriculteurs, le calibre c'est le plateau, c'est-à-dire le plateau qu'ils vont choisir pour semer, en fonction de la taille du grain. Et là vous retrouvez donc l'article et le lot de fabrication, donc 122 668 que vous retrouviez ici précédemment. Voilà, ça c'est obligatoire si vous voulez vendre une semence, sinon vous vendez du conso. Les étiquettes, c'est le CNIS qui vous les fournit. Oui, c'est ça. Elles sont vierges. Oui, et on les imprime. Quel est l'intérêt de passer par le CNIS? Ah, on n'a pas le choix. Ouais. Ah là, c'est eux qui nous les délivrent avec un compteur. Ils nous délivrent une quantité, donc ils contrôlent ce que l'on étiquette et ce que l'on vend. Parce qu'il y a une taxe, non? Ah oui, après il y a les taxes, les CRVO, etc. Bien sûr. Oui, bien sûr. Sur les quantités, oui, oui. Ils peuvent contrôler les quantités. Voilà. Comme je vous l'ai dit, les variétés sont indivisibles. Donc à partir de là, ça leur permet d'avoir une traçabilité sur la variété, sur les quantités, sur les origines de production, etc. etc. Et avec des outils de plus en plus puissants puisqu'ils recoupent toutes les données. Donc, Il ne faut pas gâcher trop d'étiquettes. non, mais par contre, si on les gâche, parce que ça arrive inévitablement, on les déclare, donc on les annule en fait. On fait une annulation de certificat. Donc on fait des écritures et qu'on déclare tous les mois auprès du NIS. Voilà. J'ai eu l'occasion d'en imprimer pour le CNIS. Ah bon? Donc vous connaissez?